je me présente, c'est Dr Bonbrahim, résidente en pédiatrie CHU d'Etna. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'examen clinique de l'appareil respiratoire sur un enfant. Mais avant de commencer notre examen, il faut demander à la tutelle de l'enfant est-ce qu'elle nous permet de faire l'examen clinique respiratoire sur son enfant et la mettre sur chaîne YouTube. Madame, est-ce que vous nous permettez de mettre la vidéo sur chaîne YouTube de l'examen clinique respiratoire de votre enfant? Mais oui, bien sûr. Merci madame, c'est gentil. Tout d'abord, en commençant par mettre l'enfant à l'aise en lui posant quelques questions. Papa, شو اسمك؟ البراز من سنة ولا مطوس شحال عمرك؟ 11 طعم مليح ولا شوي شوي؟ مليح شحال جبت لا مويان؟ 8 Très bien, يعطيك الصحة tata. Avant de commencer notre examen clinique, il faut parler des conditions du travail, les conditions de l'examen. La salle doit être calme, tranquille, chaude et bien éclairée. L'enfant doit être en position assise et dévêtu jusqu'à la ceinture. Notre examen clinique inclut 4 temps: l'inspection, la palpation, la percussion et enfin l'auscultation. Mais avant tout ça, il y a un temps très primordial qui est l'interrogatoire, qui va nous aider à mettre une consultation bonne et un bon examen physique. L'interrogatoire inclut 2 volets. Le premier volet qui va parler sur le motif de consultation et deuxièmement sur l'histoire de la maladie. Deuxième volet, il va parler des antécédents personnels, physiologiques et pathologiques de notre enfant et aussi des antécédents familiaux. Maintenant, on va entamer le premier volet de l'interrogatoire en posant la question c'est quoi le motif de consultation en pédiatrie. Le motif de consultation le plus fréquent aux urgences pédiatriques, c'est bien la dyspnée. On va poser la question quel est le mode de début de cette dyspnée. Est-ce qu'elle est brutale ou bien progressive? Deuxième question, c'est les circonstances d'apparition. Après un repos, après un effort, après une ingestion d'un aliment ou bien d'un médicament ou après une pénétration d'un corps étranger. La troisième question, c'est la présence d'autres signes avec la dyspnée. Par exemple, la fièvre, la diarrhée, les vomissements, cyanose et la toux, etc. Arrivons au deuxième volet de l'interrogatoire concernant l'antécédent personnel, pathologique et physiologique de l'enfant. Premièrement, la consanguinité du mariage. Est-ce que le mariage est consanguin ou non? Le déroulement de la grossesse, le déroulement de l'accouchement, la période néonatale, l'allaitement, la diversification et la question primordiale, c'est bien la vaccination. Est-ce qu'elle est selon le calendrier vaccinal national ou non? Et on va terminer par la question le développement psychomoteur. Est-ce qu'il est bon ou pas? Les antécédents pathologiques de l'enfant en cherchant une maladie respiratoire, atopie personnelle ou bien une autre maladie sous-jacente. Concernant les antécédents familiaux, en cherchant aussi atopie familiale ou bien une maladie respiratoire chez les parents, ou bien dans la fratrie ou bien autre maladie sous-jacente. L'inspection commence dès le début de l'interrogatoire avec les parents, durant laquelle on cherchant quelques informations qui vont nous aider à notre examen. Premièrement, c'est des signes ou bien des informations sur la revêture cutanée thoracique, en cherchant des cicatrices chirurgicales ou bien un œdème sur le thorax de l'enfant. Deuxièmement, on va chercher ou bien on va inspecter la morphologie thoracique. Est-ce que le thorax est normal ou bien un thorax avec des déformations thoraciques telles que les kyphoses, les scolioses, thorax en entonnoir ou bien en tonneau ou bien aussi, surtout chez le nourrisson, le chapelet costal. Troisièmement, la dynamique respiratoire qui inclut le rythme respiratoire, en calculant la fréquence respiratoire, qui se varie avec l'âge entre nouveau-né, nourrisson et enfant. Deuxièmement, l'amplitude respiratoire. La majoration de l'amplitude respiratoire, c'est un signe de détresse respiratoire. L'enfant va se respirer de cette manière. Voilà, c'est comme ça, c'est la majoration de l'amplitude respiratoire. Troisièmement, on va entendre des bruits anormaux, par exemple un sifflement ou un stridor. Quatrièmement, la toux ou bien les
les crachats, l'odeur, la quantité et aussi bien la couleur. On va chercher les signes de cyanose aux extrémités du doigt ou bien en péribuccale. Les signes de détresse respiratoire, les battements d'ailes de nez, surtout chez le nourrisson, et les balancements thoraco-abdominaux, tirage intercostal, susternal et basique thoracique, d'épuisement respiratoire, les pauses respiratoires et la respiration superficielle. La palpation se réalise en mettant les mains à plat sur la paroi thoracique, les doigts en parallèle des espaces intercostaux et en demandant à l'enfant de dire 33 en français. 33 33 33 Ou bien 44 en arabe. 44 Le résultat, on va ressentir une sensation de frémissement. Ce sont les vibrations vocales engendrées ou bien causées par la propagation de l'air dans les branches. 33. 44 en arabe. La diminution des vibrations vocales indique qu'il y a un épanchement pleural, liquidien ou bien gazeux, une pleurésie ou bien un pneumothorax. L'exagération des vibrations vocales indique l'hypneumie. La palpation sera toujours complétée par la palpation du cursus claviculaire et axillaire à la recherche d'isabinopathies, aussi bien des parthémoles à la recherche d'emphysème subcutané, comme ça. Concernant la palpation de la paroi thoracique chez un nourrisson, elle se fait au moment du cri ou lorsqu'il pleure. La percussion, un temps principal de l'examen physique respiratoire, reposant sur l'appréciation de sonorité produite par le tapotement des extrémités du doigt sur la paroi thoracique. Elle se fait selon deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode immédiate, en frappant directement la paroi thoracique avec les extrémités du doigt recourbées en crochet, comme ici. De façon symétrique et comparative, bien sûr. La deuxième méthode, c'est la méthode médiate. C'est par la participation de médius de la main droite qui va percuter le médius de la main gauche sur les espaces intercostaux, comme ici. De façon symétrique, bien sûr, et comparative. La sonorité produite peut être normale ou au contraire peut être diminuée. Si on a une diminution, c'est la matité et qui va indiquer une pleurésie. Par contre, l'exagération de la sonorité, c'est un tympanisme et qui peut indiquer un pneumothorax. Arrivons à l'auscultation, le dernier temps de notre examen clinique. L'auscultation se fait à l'aide d'un stéthoscope sur un malade qui est en position assise avec un torse nu. On ausculte la face antérieure de la paroi thoracique, la face latérale de la paroi thoracique et la face postérieure de la paroi thoracique. On demande, au moment de l'auscultation, on demande du malade de tousser et de respirer normalement. Et on ausculte de façon comparative et symétrique. Comme ça.
À l'état normal, on entend un son qui est doux et léger, c'est les murmures vésiculaires. À l'état pathologique, on peut ne pas entendre les murmures vésiculaires, comme dans les épanchements pleurales, pleurésie ou un pneumothorax. On peut aussi entendre des bruits surajoutés, comme les bruits bronchiques, les crépitants et les sibilants. Les râles crépitants ressemblent au bruit des pas dans la neige. Par contre, les sibilants, c'est dû à la vibration de l'air dans une branche qui est inflammée et rétrécie. Concernant l'auscultation chez un nourrisson, elle se fait en période d'accalmie et en dehors de tout bruit externe. Arrivons à la fin de notre examen physique de l'appareil respiratoire. Espérons que c'était bénéfique pour vous. Je vous souhaite la réussite et tout le bonheur du monde.